Au poker, on ne joue pas ses cartes, on joue ses adversaires. Tout se passe dans le non-dit. C'est pourquoi le jeu est aussi intriguant. Les perceptions sont la réalité. Le poker est le jeu de cartes le plus populaire sur la planète et le Québec n'échappe pas à la règle, surtout depuis cet événement. C'était le 8 novembre 2010, un peu avant minuit, heure de Las Vegas. Jonathan Duhamel, 23 ans, venait de gagner le tournoi principal des World Series of Poker et 9 millions de dollars. Mais plusieurs ignorent que notre champion du monde n'est pas le seul à nous représenter fièrement. Le Québec est aujourd'hui une des 3 nations les plus dominantes dans l'univers du poker. Au moment où j'écris ces lignes, le palmarès du Global Poker Index place 3 Québécois parmi les 5 meilleurs joueurs au monde. Brillants au jeu, dès qu'ils quittent la table, ils redeviennent très discrets. L'incursion que je vous propose est donc privilégiée. Je m'appelle Alex B. Martin, comédien, réalisateur et joueur de poker. Après quelques succès, j'ai cru pendant un instant que je pourrais en vivre. Mais en côtoyant personnellement quelques-uns des meilleurs joueurs de poker québécois, j'ai compris à quel point je me trompais. 10 d'entre eux m'ont donné un accès exclusif à ce monde auquel je ne peux pas appartenir. Vous comprendrez pourquoi. Ils ont accepté que je les suive dans leur quotidien, de répondre à mes questions, de jouer carte sur table, de révéler au monde ce que veut dire bluffer sa vie. Tout a commencé il y a environ 1 an, quand je me suis rendu à Las Vegas afin de suivre la communauté québécoise de poker. Salut, salut! Salut! Ça va? Salut, bienvenue dans notre maison. Rentrez. Faire un petit tour de la maison, petite visite guidée. La salle de ping-pong, très utile. On attend tout le temps en 10 et 12 qui habitent ici. Ça, c'est notre place, notre petit tableau là-bas, tous les résultats des scores qu'on met. On a là-bas une piscine, un spa, un barbecue. Parfait pour relaxer. C'est vraiment, on est content de la maison qu'on a choisie cette année. En effet, belle maison à Las Vegas pour des jeunes dont la moyenne d'âge oscille autour de 25 ans. Pourquoi se retrouver ici, maintenant? À cause des World Series of Poker, les championnats du monde. Le trône de Jonathan Duhamel est en jeu. 10 000 joueurs provenant de 117 pays veulent sa place et arracher une partie des bourses totalisant 200 millions de dollars. Pour faire un coup d'argent et prouver sa supériorité au reste de la planète, Las Vegas demeure, encore et toujours, un incontournable. Mais le poker a bien évolué ces dernières années. Il n'a d'ailleurs plus rien à voir avec celui du Vegas des années 70. La télévision l'a sorti des salons obscurs pour le faire entrer dans les nôtres. Dès qu'on a braqué des caméras sur les mains des joueurs, le poker est devenu plus légitime, plus respectable et certainement plus attirant. Au même moment où il entrait dans nos écrans de télévision, le poker envahissait le web. Accessible à quiconque dispose d'une connexion Internet et d'une carte de crédit, le jeu en ligne a transformé la face du poker. De la génération Internet, plusieurs joueurs de poker ont ainsi émergé. Jeunes et travaillants, ils sont capables de jouer sur 24 tables simultanément. Pas étonnant qu'ils surclassent rapidement les joueurs de casino, même les plus expérimentés. Sur Internet, ils se jouent des milliers de parties en même temps, à toute heure du jour ou de la nuit. C'est ce qui a permis à plusieurs joueurs de poker, dont ceux que je connais, de transformer leur passion en revenus. La plupart y investissent de 40 à 50 heures par semaine. Pour la majorité des joueurs professionnels, le poker, ça ressemble à ça. Pas très glamour comme quotidien. Par contre, pour la poignée de joueurs qui réussissent, le poker permet de mener la belle vie. Par rapport au style de vie, c'est sûr, moi, personnellement, depuis que j'ai gagné, là, je voyage beaucoup. Ça fait 1 an que je fais à peu près le tour du monde un peu partout. Donc, c'est un style de vie assez spécial. Tu sais, dans les aéroports tout le temps, t'es presque jamais à la maison.
Mais dans un sens, c'est le fun parce que tu voyages, tu vois beaucoup de nouveaux pays, beaucoup de nouvelles personnes que tu rencontres. C'est un trip, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. C'est quelque chose de spécial. Attention, on regarde ici. 1, 2, 3. La plus grosse chose qui a changé avec le poker, le fait de jouer à ça, c'est la liberté que ça apporte. C'est d'être capable de dire, t'es ton propre boss, t'as pas d'horaire, je me fais moi-même mon horaire. Certains membres de la communauté québécoise de poker ne sont pas particulièrement chauds à l'idée de dévoiler leur succès, de s'ouvrir à leurs adversaires, de s'afficher en tant que joueurs professionnels. C'est le cas de, appelons-le, Joker. Tout le monde a une liberté qui vient avec le Joker, mais personne en fait la même chose. Moi, je vais l'utiliser pour faire des sports, faire plus d'activités en dehors. D'autres vont l'utiliser pour s'investir dans des projets, des investissements immobiliers ou des trucs comme ça. C'est vraiment propre à chacun. Voyage, investissement, loisirs. C'est une belle vie, celle d'un joueur de poker de calibre international. Or, atteindre le plus haut niveau dans ce domaine relève presque du miracle. Statistiquement, on estime à 5% la proportion des joueurs qui gagnent plus qu'ils ne parient. Et de ceux-ci, seule une infime partie peut vivre du poker. Comment expliquer alors qu'autant de joueurs amateurs tentent quand même leur chance au risque de se ruiner? Le coupable, s'il en est un, c'est lui. This could be the last card of the 2003 World Series of Poker. Chris Moneymaker, c'est son vrai nom. En 2003, ce comptable de 28 ans est devenu le premier joueur amateur à remporter les séries mondiales de poker. L'entrée qui coûte normalement 10 000 $, il l'avait gagnée dans un tournoi en ligne pour lequel il n'avait eu à débourser que 40 $. Après une semaine de jeu, il a quitté la table avec 2,5 millions. Au lendemain de cette victoire, les sites de poker en ligne ont vu leur clientèle décupler et leurs profits globaux passer de 87 millions de dollars en 2001 à 6 milliards de dollars en 2008. L'exploit de Moneymaker, tout le monde se croyait capable de le répéter. Le calibre était très, très, très faible au départ. Donc, beaucoup de personnes ont voulu faire l'argent avec ces joueurs récréationnels-là. Grand voyageur, Ludovic profite de la liberté du jeu en ligne pour visiter le monde. Avant de connaître du succès au poker, il a été champion aux jeux vidéo. Dans un cas comme dans l'autre, sa détermination lui a permis de se distinguer. Il s'est d'ailleurs joint à la communauté de poker en ligne au tout premier début. Et il y a eu des informations qui ont été mises sur l'Internet ou des vidéos disponibles, du coaching, souvent des mains qui ont été postées sur des forums. Et donc, tout le monde a avancé graduellement ensemble et ça fait qu'aujourd'hui, le poker, c'est extrêmement difficile. Pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, c'est peut-être la pire idée qu'il a jamais eue de sa vie. C'est un milieu très saturé, puis les joueurs qui sont là actuellement et qui vivent de ça, c'est les tops, puis il y a beaucoup d'années derrière la cravate. Donc, essayer de vouloir les dépasser, c'est de plus en plus difficile. À chaque année, c'est de plus en plus difficile. Il y a un contexte aussi où c'est des jeunes qui ont grandi dans l'univers des jeux vidéo qui demandent de l'adresse, de l'habileté, etc. pour jouer. Et le poker est apparu comme un jeu qui a vraiment réussi à capter ces jeunes-là, à susciter leur intérêt. On sait que les jeunes, maintenant, sont moins enclins à jouer aux jeux de hasard et d'argent traditionnels. Tandis qu'au poker, évidemment, il y a un challenge, ça implique de la stratégie. Donc, d'aller de leur jeu vidéo, du gaming, au monde du gambling en ligne, quand ils ont pu passer d'un écran à l'autre, c'était instantané, puis ils retrouvaient un univers aussi commun. Aux jeux vidéo, le pire qui peut arriver, c'est d'être game over. Mais un mauvais joueur de poker risque beaucoup plus. Le problème, selon un joueur professionnel, c'est qu'au poker, comme dans le sexe, chacun croit être le meilleur. Mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font. Penses-tu que le poker, c'est de se penser bon? Non. Le poker, c'est d'être bon. Sauf que il y a beaucoup de gens qui ne font jamais la différence entre un et l'autre. Puis c'est probablement la chose qui rend certaines parties profitables. C'est que d'autres joueurs se pensent beaucoup meilleurs qu'ils sont, donc vont se frotter à de la compétition trop forte pour eux. Une des choses les plus importantes au poker, c'est de savoir qu'est-ce que tu vaux comme joueur de poker.
Tu peux être un excellent joueur de poker, mais si tu vas t'asseoir contre les meilleurs au monde et que tu es juste excellent, tu n'es pas tout à fait rendu là, tu es un joueur perdant. Et tu peux être un joueur juste moyen, mais si tu vas t'asseoir contre des joueurs pourris, tu deviens un joueur gagnant dans cette partie-là. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah oui, je gagne au poker », mais la majorité du monde, ils diront pas « Je suis un perdant ». Mais la réalité fait que la majorité du monde perd au poker. Sur 20 joueurs qui investissent de l'argent au poker, un seul fait du profit. Dans le jargon, c'est un requin. Les 19 autres sont des fiches, des poissons. Pour les requins, la priorité est de trouver du poisson. Ils passent le plus clair de leur temps à chercher les plus gras. Leur terrain de chasse n'a pas de frontières. Je joue sur des sites européens, donc il y a un décalage horaire. Puis je vais souvent jouer avec des moins bons joueurs européens. Donc je me fais un horaire par rapport à leur horaire à eux. Je les suis en gros. Puis souvent, eux, ils changent, là, parce que c'est sûrement des gros businessmen. Puis des fois, c'est pas les mêmes heures. J'essaie d'être dans leur plage horaire. Sauf que des fois, ça veut dire que je me lève à 2 h du matin puis je me couche à 3 h l'après-midi. Parce que pour suivre leur horaire, là, c'est plate parce que c'est pas vraiment un train de vie habituel et normal et c'est pas très sain non plus. Là, mais il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, comme ils disent. Ça demande beaucoup de temps. Moi, si le vendredi soir, je suis en train de jouer une game de poker puis que je peux pas partir de la table parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment mauvais à table et qui est en train de me donner beaucoup d'argent, bien, je vais dire à mes amis que je m'en vais pas les rejoindre. Après avoir travaillé 2 ans en criminologie, Laurence a quitté son emploi pour se concentrer sur le poker. Jouer à temps partiel lui rapportait plus que son boulot à temps plein. Laurence est en effet une requine. En tant que professionnelle, elle est commanditée par Espace Jeux, le site de poker et de jeux de casino en ligne de l'Auto-Québec. Être commandité, c'est voir ses activités de joueur de poker être en partie financées par une société en échange de représentation. C'est vraiment de s'entraîner à tous les jours, d'avoir ton mode de vie, tout étant pensé relié au poker. Ton poker, c'est 24 heures sur 24, comme un sport professionnel, ça serait 24 heures sur 24. Tout autour, c'est pas juste jouer au poker, c'est à côté, aller s'informer, faire de la lecture pour t'améliorer, discuter avec des gens qui vont t'aider pour t'améliorer au poker. Fait que c'est vraiment un travail de longue haleine, réussir au poker. Vous pensez être un requin? Écoutez bien ce qui suit. Ça m'a fait chier en estime une main au 55 hier. Un bon pote. Le gars raise small blind. Je suis en position 8 et 2 sous. Flop ace king 2. Check. J'essaie de bet. Il call. Turn une brique. Il y avait un flush draw flop. J'essaie de rebetter pot au turn pour faire folder ses king x. Puis je pense pas qu'il fold des 6 anyway de ce que j'avais vu. Le gars était aggro random. Il avait l'air tilté. Puis je pote le turn, il call, j'essaie de give up river, une petite gros pot. Puis je check back le river d'une brique, de main king jack, puis il a foldé à river. C'est triste. Vous ne voyez rien de triste là-dedans? Vous êtes définitivement un poisson. Quand on joue au poker, c'est qu'on n'est jamais certain si on a fait le bon jeu ou pas. C'est un jeu d'erreurs, le but c'est de faire le moins d'erreurs possible. Mais au poker, c'est pas parce que tu gagnes que tu as bien joué, c'est pas parce que tu perds que tu as mal joué. Donc c'est d'essayer de penser, un coup que tu as fini ta journée, des fois tu t'en vas soit décompresser avec des amis ou tu t'en vas te coucher, tu vas tout le temps continuellement penser à comment tu as joué dans ta journée. Donc c'est pas que ça prend un 5 heures, un 8 heures, un 12 heures par jour, c'est que ça prend tes journées au complet. Je connais beaucoup de monde, des joueurs qui jouent beaucoup, et quasiment tu vas rêver au poker à voir si tu as bien joué ou pas. Parce que tout le monde essaie d'être le meilleur possible, tout le monde essaie de se pousser et d'être le meilleur joueur possible. Tout le monde se voit un grand champion de poker, tout le monde s'imagine gagner des millions au poker, mais la réalité, c'est pas celle-là. Je donne souvent l'exemple de la Ligue nationale de hockey. Il y a environ une cinquantaine de joueurs d'origine québécoise qui peuvent jouer dans la Ligue nationale. Et au niveau des joueurs de poker professionnels, ceux qui vivent du poker, il y en a peut-être une dizaine. Comme l'écrivait le créateur de James Bond, au poker, le péché capital, c'est de confondre mal joué et être malchanceux. Chance, malchance. Quelle est la part du hasard au poker? Si on joue un tournoi, disons, en chum, c'est presque juste de la chance pour moi parce que c'est trop du court terme. Olivier a commencé sa formation universitaire en mathématiques à l'âge de 17 ans. Tranquillement, le poker s'est imposé par ses gains et il a décidé d'en faire une carrière. Parallèlement, Olivier est journaliste pour plusieurs diffuseurs, dont RDS et Prince Poker. Dans le court terme, je veux dire, ça peut arriver que j'ai la meilleure main puis que, bon, je sois favori à 90 % du temps puis que je la perde la main. Mais si on joue, je sais pas, 10 000 mains ensemble,
dans cette situation-là, bien, probablement que 9000 fois sur 10 000, je vais avoir gagné la main. À long terme, la chance finit par s'éliminer. Elle reste présente si tu te concentres sur une main en tant que telle, mais plus tu vois le poker comme un jeu d'habileté à long terme, pour moi, la chance, elle finit par disparaître. Là. Je rejoins Olivier chez lui, alors qu'il se prépare pour un tournoi. Je m'attends pas à une game aussi facile que le monde pense des fois pour les tournois au Casino de Montréal. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de joueurs amateurs, des fiches qu'on les appelle, mais il va quand même avoir des bons joueurs québécois là, qui runnent pas mal good sur Internet, puis il y a quand même juste 120 joueurs, fait que les chances que tu aies un bon joueur québécois à ta table sont quand même assez élevées, fait que ça... Il y a beaucoup de chances aussi dans le table draw que tu as au début de la journée, fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça aille bien, mais anyway, je suis vraiment au max de ma confiance aujourd'hui, fait que je m'en fous un peu s'il va être à 5 au tournoi. Je veux vraiment le gagner, celle-là, parce que je suis dû pour gagner un tournoi, puis j'ai hâte de mettre mon nom sur la map parce que je l'ai pas mis encore avec un gain de tournoi live. Je n'ai pas fait beaucoup non plus, là, des gros tournois, j'en ai peut-être genre 5 à mon actif, puis j'en ai pas gagné, là, évidemment. Mais c'est pas pour le cash first, là, parce qu'on ne crachera pas sur l'argent, c'est pour ça que je fais ce travail-là aussi. Mais c'est sûr que mettre son nom sur la map, la crédibilité, ça ferait du bien. J'ai eu toutes les misères du monde à tourner des images dans les casinos de Las Vegas. C'est un univers assez fermé et les bouncers sont assez gros. Par contre, je me suis repris à Montréal en inscrivant Olivier à un tournoi local. Je l'ai même commandité. Après quelques mains, Olivier se retrouvait avec 3 fois plus de jetons qu'au départ. Après moins d'une heure, sa pile était l'une des plus grosses du tournoi. Mon investissement prenait tout son sens. Mais malheureusement, la pile de jetons s'est mise à fondre comme neige au soleil. En 2 heures, il ne restait plus rien de mon 400 $, même si je l'avais investi dans un des meilleurs joueurs inscrits à ce tournoi. Un bon joueur de poker sait comment réagir devant la défaite. Normal, puisqu'en tournoi, on perd nécessairement plus souvent que l'on ne gagne. Le poker, c'est pas seulement... Le monde pense que c'est jouer des cartes, jouer des tournois, mais en dehors de la table, quand on revient à la maison, être bien balancé, pas perdre la tête, tout dépenser son bankroll. Il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessairement reliées à jouer les cartes. Puis il y a du monde qui serait pas capable de devenir un joueur qui aurait du succès. Là. Tout le monde pourrait gagner un tournoi, par exemple. Ça, c'est une autre question, mais être un joueur qui aurait du succès puis gagner sa vie pendant de nombreuses années, c'est vraiment pas tout le monde qui pourrait. Philippe est l'un des premiers joueurs d'ici à avoir bien performé sur la scène internationale. Il est le parrain de la communauté québécoise de poker. C'est un peu grâce à lui que le Québec est dans le top 3 mondial, Philippe ayant partagé ses concepts et ses stratégies avec les autres joueurs depuis le début. Avoir comme eu une influence sur autant de bons joueurs aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui... J'aurais jamais même pensé ça dans le temps. Quand j'ai commencé, on n'aurait même pas pensé qu'on pouvait faire 100 000 par année à jouer au poker. Aujourd'hui, on parle en millions et ceux qui font 20 000 par année, il y en a. Ceux qui en font 500 000, il y en a autant. Et puis ça a vraiment diversifié la communauté, j'imagine. Ouais, les joueurs québécois sont vraiment... Puis ça, on l'a prouvé l'année passée aussi pendant les séries mondiales. C'est des joueurs très dominants au niveau international, au niveau mondial. Il y a beaucoup de joueurs québécois qui sont dans les tops au monde. Puis année après année, on voit qu'il y a de plus en plus de bons résultats, que ce soit pendant les séries mondiales ou pendant les championnats en Europe. Avec le Québec, les pays scandinaves occupent la tête du classement mondial. Comme chez nous, des jeunes y ont acquis une solide réputation dès l'arrivée du poker en ligne au début des années 2000. Plusieurs joueurs des pays nordiques se sont rapidement démarqués, dont Gus Henson, Patrick Antonius et Victor Blom, un Suédois qui, à 19 ans, dominait déjà les parties aux enchères les plus élevées jamais jouées sur Internet. Les Québécois et les Scandinaves auraient-ils quelque chose en commun?
j'ai posé la question à une vedette mondiale du poker. In Scandinavia, there's a lot of young players see an opportunity as a student. They go to high school, they go to college, they go to university, and they spend some time playing a lot of poker. And they started small, and you could kind of say like have small communities where they kind of improve each other's game, where they study together, they play together, talk about hands, which I think is a great way to improve. And I guess that's part of the way we do things in Denmark, Scandinavia. And I've always actually thought that the mentality is very comparable to French-Canadian players, so that's my guess. T'sais, il existe des forums de discussion que tous les joueurs sont ensemble puis ils parlent stratégie. Tout le monde essaie de s'améliorer comme ça. Puis je pense que depuis quelques années, il y a beaucoup une gang de jeunes comme qu'on est ici en ce moment, s'aident, s'améliorent, se donnent des conseils, puis tout le monde devient meilleur dans un sens. Ça fait que tous les joueurs deviennent des joueurs plus dominants, plus forts, puis ça paraît dans la scène internationale. Moi, personnellement, je joue à tous les jours contre Gabriel Morin, qui est pour moi un modèle. C'est vraiment un excellent joueur. J'ai déjà dit, j'écris des articles, puis j'ai déjà dit que c'était mon mentor sans qu'il le sache en tant que tel. Il n'est pas là pour me coacher, mais je vais toujours écouter ce qu'il va me dire. Puis on joue à tous les jours contre. Fait qu'on est habitué de perdre puis de gagner de l'argent un contre l'autre. Puis ça va pas affecter notre relation. Gab, c'est un de mes meilleurs amis. Puis même si une journée, il me prend, je sais pas, 1000$ ou moi, je vais y prendre 1000$, on va peut-être s'écœurer avec ça, mais ça va être juste pour le fun comme des amis. Ça reste de la business. Puis même si on joue contre tous les jours, on va toujours essayer les deux de s'aider pour s'améliorer quand même. Là. Tous les joueurs de poker québécois s'entendent bien, sont tous amis entre eux autres, puis n'importe qui a des questions stratégiques, qui se pose des questions sur son mode de vie ou quoi que ce soit de poker, peut se faire aider par tous les autres, par la 50, centaines de joueurs de poker qui sont au Québec, qui jouent vraiment sérieusement au poker. Je pense que c'est justement cet esprit-là de pas voir les joueurs, les Québécois, les autres Québécois, les amis comme des adversaires, mais plus comme une équipe, comme tu dis. C'est vraiment ça qui a aidé le Québec à devenir une puissance, je dirais, au poker. Une des autres stratégies qui a permis à la communauté québécoise de se rendre aussi loin, c'est le swapping. Du verbe anglais to swap, qui signifie échanger, le swapping est l'action de troquer une partie de sa mise de départ avec celle d'un ou de plusieurs autres joueurs participant au même tournoi, afin de maximiser ses chances de faire du profit. Pour simplifier, je dirais que c'est un peu comme les achats de loterie en groupe. En acceptant de partager ses gains potentiels avec un groupe de joueurs de même calibre, on multiplie ses chances de faire partie des gagnants. Avant que le tournoi commence, on dit « Bon, toi, t'as 5% de mon action, moi, j'ai 5% de ton action. » Comme ça, à la place de juste avoir tous nos œufs dans le même panier, juste une chance d'y aller pour le gros lot. On a plusieurs chances. L'année passée, c'est ça qui est arrivé aussi. Quand j'ai gagné, il y en a plusieurs autres qui ont gagné avec moi. En faisant ça, en swappant comme ça, si on gagne, nos amis gagnent, puis tout le monde est ensemble. C'est juste comme une grosse affaire de fraternité, dans le fond. Tu as mis 5%, Jamel? J'avais échangé 5% avec 5%. Jamel. Ouais. D'accord. Donc lui aussi avait un 5%. Il y avait un 5% de mon échec. OK. Puis tu as un 5% de sa victoire. Qui était quoi, 9 millions de dollars, je crois? Exact. Wow, c'est bien. Quand même. Bravo. C'est chanceux. C'était à Vegas, mois de juin 2008. T'sais. J'avais loué une maison à Las Vegas pour les séries mondiales avec des amis. Puis, je regardais les forums de discussion de poker. Puis je regardais, puis je voyais qu'il y avait une pickpocket. Puis je voyais que c'était une fille qui était à Las Vegas. Là, j'ai comme dit, une fille qui joue au poker, c'est la note, tu sais. On a discuté là, sur MSN pendant peut-être 3-4 mois avant. La première fois, je dis, c'est bon, OK, on va aller prendre un verre. Puis ça a été comme instantané. Gabriel et Geneviève se sont rencontrés grâce à la communauté québécoise de poker. Lui a débuté le poker durant ses études. Joueur gagnant, il a décidé de profiter du momentum créé par le boom du poker au début des années 2000. Il a quitté l'école et a joué le tout pour le tout. Elle, au contraire, a commencé le poker avec une approche plus réservée. Elle a participé à des tournois à argent fictifs sur Internet. Après quelques temps, elle a gagné son premier vrai 5 $. Qu'elle fait fructifier depuis. Mais c'est sûr que les avantages, c'est qu'on peut en parler. C'est le fun de parler de poker, donc c'est le fun de pouvoir parler de poker avec sa blonde. C'est parfait. Puis aussi, c'est le fun aussi parce qu'on se comprend. Je veux dire, quand ça va, il y a des bouts que ça va plus mal, l'autre, c'est exactement ce que tu vis. Elle peut vraiment se mettre à ta place.
Puis quand ça va bien aussi, c'est juste le fait de partager les bonheurs. Côté logistique, tout est tellement plus simple parce qu'on est sur le même beat, on est sur le même mode de vie, on peut se suivre l'un l'autre. Quand on fait des voyages, il n'y en a pas un qui est restreint par un travail. On est libre comme l'air, ouais. On peut suivre. Quelques jours après avoir remporté plus de 200 000 aux séries mondiales, Gabriel voit sa copine atteindre la table finale d'un tournoi réservé aux femmes. Je sens qu'il est nerveux. Elle a des chances de tout gagner. Ils ont commencé avec 1000 joueuses, 1053 joueuses, puis sont présentement juste 9. Puis bien avantagés en termes de jetons, donc je suis sûr que ça va super bien aller. On vise le bracelet, là. Ça serait super. Malheureusement, Geneviève termine 8e. Elle empoche quand même 17 500 $. Mais une première place lui aurait valu près de 200 000 $. Ce sont les aléas du poker que les professionnels gèrent généralement très bien. Mais pour les parents qui voient leurs enfants faire ce choix de carrière, les mêmes incertitudes peuvent être très angoissantes. C'est toujours stressant pour ma mère. C'est un petit peu comme si c'est elle qui vivait les swings un peu. Donc c'est sûr qu'elle reste toujours un petit peu... Pour elle, c'est de l'argent qui se gagne, qui se perd. Puis je pense qu'elle n'est pas super bien là-dedans, tu sais. Ça faisait longtemps que je jouais au poker temps partiel avant de faire le saut. Puis j'ai toujours parlé ouvertement de mes gains à mes parents. Puis bon, ils pourraient l'avouer d'autres même. Ils étaient un peu réticents par rapport à ça. Parce que... quand tu joues pas, ça peut paraître un peu comme du gambling. À force de voir les résultats, Mané, ils ont compris que c'était possible de gagner sa vie avec ça. Je suis parti de, mettons, 90% de gains vis-à-vis mon vrai emploi avec 10% de poker, puis j'ai monté tranquillement. J'ai inversé totalement les chiffres. Steven quitte l'entreprise familiale après avoir enregistré des gains constants au poker. Ancien joueur en ligne, il a par la suite décidé de se consacrer strictement au poker en salle. Joueur habitué du Casino de Montréal, il connaît très bien son ambiance et sa clientèle. Juste qu'il a fallu que j'explique comme il faut, surtout à mes parents, qu'il n'y avait pas de danger, que j'allais pas faire faillite, que j'allais pas tout perdre, que j'allais pas tout jouer mon argent qu'on pouvait faire, que j'avais mis de côté, tout ça, puis j'allais pas perdre ma maison, puis j'aurais expliqué comme il faut, avec des graphiques, puis je prenais en note tous mes gains, toutes mes pertes, puis j'aurais expliqué c'est quoi l'univers, puis ils ont accepté comme ça. Allons-y. Ouais, c'est bon? Premier jeu. 1, 2, 3, 4. Il manque un 5. Par de 6. Moi aussi, j'ai une chance de se traîner. C'est pas nouveau dans ma famille. Mon père jouait, ma grand-mère jouait, ma mère aussi. Ma famille ont toujours joué comme les samedis soirs aux cartes. Mais quand j'étais jeune, moi, j'avais pas le droit. Les enfants jouaient pas aux cartes. Donc, j'ai pas été initiée tôt à ça. J'ai vraiment découvert ça moi-même plus tard. Puis maintenant, ça leur fait vraiment plaisir là, qu'on joue aux cartes ensemble la fin de semaine. Mais ma grand-mère, c'est vraiment une requine. Là. Elle joue pour gagner. Puis je trouve ça vraiment drôle à chaque fois que je la vois. Puis je me dis, je vais tenir un petit peu de ça quelque part. 2, 6. En haut. Rien pas tout. Perdance. En dehors de la communauté, en dehors du couple, en dehors de la famille, la compréhension ne va pas de soi. Pour la vingtaine de joueurs québécois qui réussissent au poker, défendre leur choix de carrière n'est pas toujours facile. C'est certain que tout le monde pense que tu es un gambler dégénéré. C'est la première réaction que les gens vont avoir, donc vu qu'ils savent pas c'est quoi, ils vont dire « Bon, je connais pas ça, ça doit être n'importe quoi, tu vas tout perdre, tu peux pas gagner avec ça, arrête avant de tout perdre. » Ils sont réticents, surtout quand tu rencontres des nouvelles personnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? « Ah, moi, je joue au poker. » Au début, ils vont faire « Moi aussi, je joue au poker. » Non, moi, je joue pour vrai. Là, tu leur expliques un peu, puis ils sont tous fascinés. Puis ils sont vite sur les questions qu'on n'a pas le goût de répondre. La première chose, c'est combien tu fais par année, combien tu fais par mois, combien tu fais par session. Si t'es criminologue, t'es médecin, les gens vont pas te demander combien tu fais par année. Les gens qui ont aucune connaissance dans le poker voient juste le produit fini. Ils voient le fame, ils voient l'argent, puis surtout avec le phénomène Internet, il y a plein de jeunes là, de 21, 22 ans qui sont multimillionnaires, puis c'est de ça qu'ils entendent parler. C'est comme devenir acteur ou joueur de hockey professionnel. On veut savoir c'est quoi les salaires des joueurs de hockey. La même affaire que les joueurs de poker. Les gens, ils pensent qu'on a une vie vraiment facile. Ils s'imaginent que je joue en boxeur chez nous, puis que genre, je me lève quand ça me tente, puis je joue 2-3 heures par jour, puis c'est fini, puis j'ai plein de cash, puis je flambe ça. Mais c'est vraiment pas ma réalité. Là. Moi, ma réalité, je vois ça comme un travail. Je vais jouer peut-être 5 heures de poker par jour. Une fois que ça c'est fini, il y a de l'étude, il y a l'analyse, la recherche.
c'est plus qu'un 40 heures par semaine comme travail. C'est juste que pour moi, c'est une passion. Fait que je vois pas le temps passer puis ça me dérange pas de m'investir là-dedans. Ça va pas me fatiguer. Contrairement à quand je travaillais 35-40 heures semaine, que j'arrivais chez nous puis j'étais brûlé. Au Québec, c'est admiré, mais souvent, c'est mal compris et ils vont pas avoir le même statut. Là. Si t'es un docteur au Québec, t'es pas mal mieux placé qu'un joueur de poker. Mais à Las Vegas, j'ai l'impression que le joueur de poker est mieux regardé que c'est un peu un statut de vedette Hollywood, si je dirais. Là. Cette année, les World Series of Poker d'Europe ont lieu pour la première fois en France, à Cannes. En raison de cet emplacement géographique central et de la popularité grandissante du poker chez nos cousins, le nombre de joueurs attendus dépasse déjà le record des séries précédentes. Comme c'est loin d'être un endroit désagréable, je m'y suis rendu moi aussi. Les World Series of Poker d'Europe comptent une vingtaine de tournois qui s'étirent sur 2 semaines et constituent un des plus gros événements du circuit de poker professionnel. Contrairement aux World Series qui se tiennent à Las Vegas, ce circuit attire beaucoup moins de joueurs amateurs. On n'y trouve que des joueurs de haut calibre. Parmi eux, de nombreux Québécois dont Gabriel, Geneviève, Olivier, Philippe et Jonathan. Ils ont tous le même but, repartir avec le bracelet du gagnant et le prix en argent qui l'accompagne. « 2011 n'a pas été une année exceptionnelle pour Jonathan. Dans l'année suivant sa victoire à Las Vegas, il a fait quelques beaux tournois, mais n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés. Ses résultats à Cannes ne le satisfont pas non plus. Par contre, Philippe, le parrain de la communauté québécoise de poker, est en très bonne position pour remporter un des 6 tournois majeurs de l'événement. Ça va super bien, surtout depuis hier, la journée 2. J'étais chip leader pendant toute la journée, jusqu'à la fin. Il y en a qui m'a dépassé, donc je suis bien content. Là. Quand même, il y a des bons joueurs, puis ça joue agressivement, puis j'ai quand même pu dominer. Non seulement j'ai beaucoup de jetons, mais je sens l'avoir dominé tout le long, donc je suis vraiment content de ça. Les World Series of Poker d'Europe se terminent sur une très bonne note. Philippe sort vainqueur de l'un des 6 tournois principaux. Après toutes ces années de pratique et de persévérance, c'est finalement à son tour de remporter un des titres les plus importants du circuit professionnel. Quand le poker va, tout va. Mais quand ça ne va pas... Même pour les joueurs les plus dominants sur la scène mondiale, le poker reste un gagne-pain très risqué. Il n'est pas rare qu'en comptabilisant son année, un professionnel d'expérience constate qu'il n'a fait aucun profit, ou pire, qu'il a subi des pertes importantes. Le jeu évolue très rapidement. Il est donc particulièrement difficile de demeurer longtemps au sommet de son art. J'ai quand même runné assez bad, assez violemment dans le mois. Puis bon, j'étais down 4004. Puis j'étais pas vraiment fier de down 4004 parce que down, je perds de l'argent dans le fond. Là, puis avoir un travail où tu perds de l'argent, c'est pas cool. He needs to dodge a king, jack, or 8. The river card. Oh, it's an 8! Dans le langage imagé des joueurs de poker, tilter, c'est perdre le contrôle de soi. C'est ce qui se passe quelquefois quand un joueur est statistiquement favori, mais perd quand même une main. Surtout si la somme d'argent perdue est considérable. Dans cet état, il devient difficile de continuer à jouer de façon réfléchie. Le tilt est le pire ennemi du joueur de poker. Récemment, je me contrôle pas mal. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je pense que j'ai rien fait de fou. Je sais que beaucoup de joueurs de poker vont avoir tendance à briser des souris d'ordinateur, des choses comme ça. Ça dépend. Là. Moi, j'essaie de me contrôler. Puis je pense qu'en même temps, quand tu continues à jouer dans tes limites, quand tu continues à jouer dans tes moyens, même si tu perds, c'est pas si grave que ça non plus. Là. J'ai déjà vu des gens tellement frustrés puis tellement tannés de perdre qu'il leur reste presque pas d'argent devant eux autres, puis ils perdent encore une fois la main, puis prennent les jetons, puis ils lancent dans le visage de la personne, ou des trucs comme ça. Ou frapper sur la table, ça, je le vois régulièrement, ou crier, ou lancer une chaise, ça, je l'ai déjà vu. Mais la sécurité est vite à agir, puis gentiment, ils les escortent à l'extérieur pour les calmer. Ça allait plus ou moins bien, disons, ou très mal dans une session.
Là, je décide qu'il faut que je brise quelque chose pour absolument me remettre les idées au clair. Donc, je me dis, il faut que je fasse un trou dans un mur. C'est vraiment la meilleure chose que je peux faire. Mais je vais pas le faire, disons, dans la cuisine. Donc, je vais dans le garage, tranquillement, en me disant, en planifiant mon plan de faire un beau trou dans un mur. Là, je me dis, il faut absolument pas que je frappe dans une poutre. Je suis encore calculé jusque-là. Donc, je donne un bon coup de pied dans le mur pour être sûr qu'il n'y a pas de poutre où ce que je vais frapper. Ça fait un beau trou parfait, pas de problème. Donc, je m'enligne à peu près un pied au-dessus de ça. Puis, je donne le coup de poing le plus fort que je peux donner dans une poutre horizontale qui était à peu près un pied au-dessus du trou que j'ai fait. Et je me suis cassé la main. Et je suis allé à l'hôpital le soir. J'ai été opéré le lendemain. Broche de métal dans la main pour récupérer ça pendant un mois environ. Donc, ça m'a donné une bonne leçon, je pense, d'arrêter de faire le cave. Flipper, de l'anglais coin flip, c'est avoir recours à un jeu de hasard afin d'identifier un perdant parmi le groupe. Très populaire chez les joueurs de poker, cette pratique sert à déterminer qui prendra en charge la facture d'une activité de groupe, comme un souper au restaurant. Étant quotidiennement en contact avec le jeu, les pros du poker trouvent plaisir à parier dans les autres sphères de leur vie. Ça, c'est une déformation professionnelle, je dirais, de toujours vouloir gambler, surtout pour rajouter une compétition. Le fait de parier sur quelque chose, que ce soit un sport, une activité ou quand on va au resto ou quoi que ce soit, ça rend toujours un petit peu plus tout officiel, je dirais. Quand il n'y a pas d'argent d'investir en jeu, en tant que joueur de poker, notre premier réflexe, c'est de pas vraiment prendre la chose au sérieux, disons, pas vraiment se forcer complètement. Sauf que si on rajoute de l'argent sur la partie, là, si tu te forces pas complètement, c'est toi le pire à partir de maintenant. Donc, on sait que tout le monde va donner son maximum, puis ça rend la compétition plus intense, puis étant tous des personnes très orgueilleuses et très compétitives, c'est notre façon de se faire des concours sans arrêt entre nous autres, dans le fond. C'est sûr que le poker reste du gambling, puis ça reste de fluctuer des grosses sommes d'argent, puis il y a vraiment une émotion rattachée à ça, puis un sentiment que quand tu t'assois à la table de poker, c'est un petit peu... C'est pas le même principe, mais c'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui s'assoit à une table de blackjack qui va gambler son argent. Donc oui, dans le monde du poker, il y a des gens que s'ils passent une semaine sans jouer, ils vont vraiment avoir de la misère à... Ils veulent retourner aux tables le plus possible. Le jeu de poker, c'est un jeu de stratégie. Oui, il y a un facteur de chance parce qu'on peut jamais prédire les cartes qui vont venir, mais j'ai aucun problème de gambling dans un sens. Je mets jamais un seul sou, soit les machines à sous, aucun jeu de table du casino, blackjack, roulette, craps, je ne joue jamais à rien. J'avoue que l'ambiance dans les casinos, c'est pas toujours la meilleure. Moi, ce que je fais, c'est... Aussitôt que je rentre dans le casino, je m'en vais du point A au point B. Je m'en vais du stationnement au poker room. À côté des machines, je regarde jamais. Les autres jeux de table, je regarde jamais parce que c'est une ambiance que j'aime pas à la base. Même une fois rendu dans le poker room, c'est une atmosphère qui est tendue. Il y a des montants d'argent, puis il y a certaines personnes qui sont pas là pour s'amuser. Ils sont là juste pour faire de l'argent. Il y a des gens qui sont là depuis 15 heures de temps. La table, elle roule depuis 24 heures, qui ont passé la nuit là. C'est agressif. C'est pour ça que tu peux pas y aller tous les jours, parce que c'est pas le jeu que j'aime pas. C'est les gens, des fois, qui finissent par me tomber sur les nerfs dans un sens. C'est ça qui est dur à gérer. Puis c'est vraiment solitaire. On peut connaître des amis autour de la table, mais c'est pas... on joue pas ensemble, on joue en contre l'autre. Je connais des joueurs que pendant 3 mois, ils venaient tous les jours, puis ils perdaient, puis à un moment donné, ils sont disparus. On les voit plus jamais. Qu'est-ce qui est arrivé avec eux autres? Je sais pas. On peut reconnaître certains joueurs compulsifs ou pas, mais ça, c'est pas un truc que je pense quand je suis en train de jouer, parce que si je perds la fraction de seconde ou je perds les petits détails que je peux avoir, c'est lui qui va se retrouver avec mon argent. Dans le fond, une fois que je suis assis à la table, je deviens un requin, je veux tout avoir l'argent possible. J'ai aucune pitié. Une fois que je suis à l'extérieur de la table, puis je commence à parler avec eux autres, des fois, dans les corridors ou en allant manger ou tout ça, je peux avoir un petit sentiment de compassion, mais quand je suis assis, c'est de la business et j'en ai pas. Ça me dérange pas que le joueur est compulsif, ça me dérange pas de prendre tout son argent, parce que j'y pense pas en jouant. On bloque ça dans un sens, sinon on serait pas capable de jouer.
le stress que vivent les professionnels du poker peut être particulièrement pénible à endurer, même pour ceux qui savourent de bons résultats. Le poker est sans contredit une orientation de carrière qui n'est pas compatible avec tous les types de personnalités. Je connais quelqu'un à qui le chapeau n'a pas fait. Bien, moi, je suis natif de Rimouski. J'ai grandi là, puis ça fait 5 ans que j'ai déménagé à Québec. J'ai commencé à jouer au poker avec Philippe Dauteuil. Dans le fond, les premières parties ont été des parties comme tout le monde, là, la bière, puis 5 piastres, on joue, puis c'est le fun. Pas sûr, ben salut. Fait que, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est... ce qui est arrivé, c'est que j'ai déménagé à Québec. J'ai commencé à travailler beaucoup avec Philippe Dauteuil. J'ai vécu de ça pendant 2-3 ans. Jusqu'à un certain moment donné où j'ai eu une mauvaise passe, puis j'ai commencé vraiment à... Ça a affecté beaucoup mon côté émotionnel. Je veux dire, je me reconnaissais plus devant mes parents, mes amis. Ça m'a presque coûté mon couple. C'était dur émotionnellement. Puis, je veux dire, ça a été vraiment tough. Puis, dans le fond, là, je me suis dit, je suis plus moi-même, il faut que je me réoriente quelque part d'autre. J'avais besoin d'un point de repère autre que ça. Puis je me suis dit, il n'y a pas juste ça. Puis, je suis retourné à l'université. Puis, j'ai recommencé à travailler. Je suis d'ailleurs beaucoup plus heureux depuis ce temps-là. Quand je suis tombé dans une mauvaise passe, ça a été vraiment... on veut vraiment, si on tombe dans une espèce de mode hard-working, on veut aller chercher les sous qu'on a perdus. Donc, on se met à jouer des sessions de 10, 12, 14 heures en ligne. Je jouais des fois de 9 heures le soir, même 7 heures le soir jusqu'à 9 heures le lendemain matin. Tout ça assis, je commandais à manger. C'est tout ce que je faisais. J'allais aux toilettes, je mangeais. Je me lavais. C'est tout ce que je faisais. C'était vraiment dur. Je veux dire, j'avais un colocataire, il n'en revenait pas de voir ça. Là. C'est quoi tes façons, toi, de te protéger de pas retomber aussi bas que ça? Bien, c'est sûr que fréquenter les gens qui sont dans le milieu un peu moins souvent, c'est sûr que ça l'aide. Là. Éviter les tables, me concentrer, faire du sport beaucoup. Je pense que faire beaucoup d'activités sociales, ça aide beaucoup. Parce que tu vas côtoyer des gens comme sur le marché du travail, à l'université. Justement, à l'école, je me suis impliqué socialement. Ça prend du temps. Puis ça t'amène à pas avoir l'idée à ça. Des joueurs qui sont dans une mauvaise passe, puis peut-être que finalement sont peut-être pas nécessairement à leur place, qu'est-ce que tu leur dirais à ce monde-là? Je leur dirais de prendre toujours un moment pour se remettre en question. Toujours se questionner, est-ce que c'est bon pour moi ce que je fais? Est-ce que je devrais peut-être penser à autre chose? Ou je pense que, la façon que je joue, la façon dont je me conduis par rapport à ça, ça me convient, puis ça convient à mon entourage aussi. Actuellement, Charles joue au poker de temps en temps, pour le plaisir. Pourrait-il retomber dans ses vieilles habitudes? Absolument. Absolument. C'est toujours présent, c'est partout. Donc, il y a toujours moyen que je retombe dedans. Sûr et certain. On assiste à une grosse banalisation des jeux d'hasard et d'argent dans la société. Ça, c'est inquiétant. Autant, d'une certaine époque, c'était l'inverse. Il y avait un aspect moraliste, tout ça, qui est plus approprié aujourd'hui. Autant maintenant, on banalise beaucoup les jeux d'hasard et d'argent. On fait de ces jeux-là une activité ludique comme une autre, comme si on pouvait faire un sport, jouer en famille, ou je sais pas moi, au Parchésier. Alors que c'est pas un jeu comme un autre. C'est un jeu que, quand on joue à l'argent, il peut avoir des conséquences. Même si on n'a pas un problème de jeu pathologique, on peut perdre beaucoup d'argent. Et ça peut avoir des conséquences sur soi, mais aussi sur son entourage. Les plus tristes, c'est de voir, je trouve, des jeunes au primaire là, jouer à ça. Puis il suffit qu'il y en ait un qui sache mieux jouer. Les jeunes ont un peu une pensée magique. Hein. Le cerveau humain n'atteint pas sa pleine maturité avant l'âge de 16, 17 ans, 18 ans. Il y a différents stades dans le développement du cerveau. Donc, c'est très facile d'exploiter des jeunes. Et évidemment, pour les jeunes qui jouent à ça jeunes, à des jeux où il y a de l'argent impliqué ou des biens personnels, on sait, comme les chercheurs de McGill l'ont mentionné, qu'ils sont beaucoup plus à risque de développer des problèmes de jeu plus tard. Donc, il faut être très prudent. Je pense qu'il ne faut pas toujours interdire, il faut informer les jeunes correctement sur les risques associés au poker ou aux drogues ou tout ça. Pas nécessairement adopter la manière forte, mais de faire un suivi régulier avec lui. Tu veux, OK, tu peux tenter ta chance, si tu veux.
Moi, je pense que c'est l'information qui est la clé dans tous les problèmes, dans tout ce genre de, on appelle ça de produits-là là, qui peuvent créer des problèmes de dépendance. Mais dans le cas du poker, il peut être très amusant aussi. Le FBI a porté un dur coup au gros bonnet du poker en ligne. 11 personnes ont été arrêtées, dont les fondateurs des 3 plus gros sites américains de poker sur Internet, illégal aux États-Unis. Le 15 avril 2010, le FBI accuse de blanchiment d'argent les propriétaires des 3 plus gros sites de poker en ligne établis en sol américain. Ils sont immédiatement verrouillés. Du même coup, le poker en ligne devient illégal aux États-Unis. 3 des accusés sont canadiens, dont le propriétaire de Poker Stars. Les suspects font face à des accusations de fraude bancaire et de blanchiment d'argent parce qu'ils auraient camouflé leurs revenus tirés de jeux en ligne en les faisant passer pour des achats d'objets fictifs. Ils sont passibles de 20 ans de prison. Du jour au lendemain, les joueurs professionnels de poker perdent leur source principale de revenus. Cette sombre journée a été baptisée le Black Friday. Dans la foulée des événements, les fonds des joueurs en ligne, incluant ceux des Québécois, sont saisis. Pour ces derniers, les pertes vont de quelques milliers à près d'1 million de dollars. Nombreux sont les joueurs d'ici qui se retrouvent devant rien, dépouillés de leur fonds de roulement, de l'argent qu'ils se réservaient pour jouer au poker. C'était assez spécial quand c'est arrivé parce que je jouais encore, j'étais en train de jouer, et puis j'ai reçu un texte-message disant que tout était fermé, et puis je me disais, ça fait pas de sens, j'étais en train de jouer. Puis évidemment, quelques heures plus tard, tout a fermé, et puis c'était assez difficile à prendre aux États-Unis, surtout que moi, j'étais un joueur qui est majoritairement sur Internet. Là. Tu te sens tellement impuissant, tu peux rien faire, et puis c'est quelqu'un qui a contrôle de cet argent-là, alors que c'était supposé être super sécuritaire dans des fonds séparés, et puis c'était pas le cas. C'était complètement une fraude comme Enron ou d'autres fraudes, donc c'est un peu choquant. Là. Bien que le Black Friday affecte principalement nos voisins américains, ses conséquences sont ressenties partout. Pour les joueurs de tous les pays, vivre du poker devient une option très fragile. C'est sûr que l'influence directe en premier lieu, c'est qu'il y a moins de joueurs aux tables, étant donné que les Américains ne peuvent plus jouer. Après ça, je pense que les États-Unis s'enlignent pour mettre des règlements, mettre des lois pour fermer un peu leur marché et jouer entre Américains. Et à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont être tentés de faire la même chose. Personnellement, je suis vraiment pas d'accord. Je trouve cette vision de pensée-là un petit peu... Sans être stupide, je trouve que c'est de brimer un peu la liberté des gens de vouloir jouer contre qui ils veulent, quand ils le veulent, et tout ça. Sauf qu'il faut comprendre aussi que si l'État prend le contrôle de ça, ils vont pouvoir faire de l'argent avec ça, puis ils vont pouvoir réinvestir cet argent-là dans des programmes sociaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas nécessairement une si mauvaise chose, mais en tant que joueur de poker, c'est pas inspirant, disons. Pensez-vous que ce serait toujours possible de vivre professionnellement du poker si vous pouviez juste jouer au Québec? Juste au Québec, je pense que non. C'est sûr que je sais pas, mais j'espère que ça arrivera pas, là. Parce que là, maintenant, Espace Jeu offre du poker, c'est l'Auto-Québec, mais on a le droit quand même de jouer sur d'autres sites un petit peu partout dans le monde, t'sais. On n'est pas obligé de jouer sur Auto-Québec. J'espère que ça n'en viendra jamais là, mais on réévaluera, là, on verra. C'est sûr que de la façon que les choses s'enlignent en ce moment, on n'envisage pas. T'sais, on peut pas se dire on va faire ça toute notre vie puis on n'aura pas de problème. Là. Je pense que c'est impossible de penser comme ça. Là. Pour moi, c'est sûr que j'ai des plus gros sacrifices. J'ai quand même fait 5 ans d'université. Mes parents me l'ont payé. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Là, je sais que si je mets ça de côté, je ne pourrais pas retourner demain travailler en criminologie. Il va falloir que je me remette à jour, que je réussisse à avoir un mode de vie normal. C'est un mode de vie marginal. Quand tu commences à aller dans un mode de vie marginal, c'est difficile de revenir en arrière après. Puis, bien sûr, les joueurs de poker, c'est pour ça que j'essaie de garder quand même mon niveau de vie assez normal, de ne pas vivre trop en haut de mes moyens, parce que si un jour ça va moins bien, je veux pas que ça l'affecte ma vie. Il y a des gens qui vivent grosse maison, gros auto, gros voyage tout le temps sortir, mais après, quand ça va moins bien, qu'est-ce que tu vas faire? Ta vie, c'est pas ça. Tu peux pas vivre comme ça. J'ai des intérêts, oui, à savoir qu'est-ce que je ferais pour gagner mon argent, disons. Je le sais pas encore. J'aurais quelques plans vagues en tête, disons. Sauf que je me suis pas vraiment assis pour m'attarder à ça. Mais je serais pas couché en position fétale dans un trou à quelque part à prier pour que le poker revienne. Je pense que tous les joueurs de poker que je connais ont d'autres hobbies, d'autres passions qui seraient capables de développer. Disons. Si le poker arrête demain, j'irai escalader une montagne. Probablement.
j'irais me perdre dans une forêt, je sais pas. Je veux dire, le poker, c'est le fun, mais en même temps, ça reste c'est un hobby pour la plupart des gens. Donc, c'est juste moi, je suis quelqu'un qui aime s'amuser dans la vie, donc j'irais m'amuser ailleurs, tout simplement. Depuis le Black Friday, le poker est plus vulnérable que jamais. Non seulement plusieurs pays ferment leurs frontières virtuelles aux joueurs étrangers, mais le nombre de bons joueurs continue d'augmenter chaque année. De plus, certains gouvernements, dont ceux d'Allemagne et de France, envisagent de rendre les gains de poker imposables. L'empire du poker ne s'est pas encore écroulé, mais personne ne sait combien de temps il lui reste. Les joueurs issus de la génération Internet n'ignorent pas ce fait. Ils entendent profiter de la partie tant qu'elle ne sera pas terminée. Fort de quelques succès cette année, Ludovic a choisi de mettre le poker de côté pour faire place à la musique. Au contraire, après en être resté éloigné pendant plusieurs mois, Charles a recommencé à jouer. Le Joker, toujours à l'abri des projecteurs, continue d'accumuler les victoires. Quant à Olivier, il publie toujours des articles sur le poker pour RDS, Summum et Prince Poker. De son côté, Steven fait encore des ravages sur les tables les plus chères du Casino de Montréal. Et chaque jour, vous retrouverez Laurence sur celle d'Espace Jeux, le site de l'Auto-Québec. Après avoir tous deux atteint une table finale lors des dernières World Series of Poker, Gabriel et Geneviève ont aussi été repérés par un commanditaire. Ils représentent maintenant Stardust Poker Mansion. Philippe est retourné à Las Vegas, où il s'est à nouveau illustré en remportant un autre tournoi du circuit professionnel. Pour ce qui est de Jonathan, il a cédé son titre à un nouveau champion du monde. Pius Heinz, un Allemand du même âge que lui, occupe désormais son trône. Malgré tout, Duhamel est toujours un joueur très profitable. En l'espace de 2 semaines, les premières de 2012, il a gagné plus d'1,2 million de dollars. Il occupe présentement le tout premier rang au palmarès des meilleurs joueurs au monde du Global Poker Index. Pas de doute, le Québec sera bien représenté aux prochaines World Series of Poker à Las Vegas. En ce qui me concerne, après avoir passé 1 an dans cette communauté, il est maintenant clair que pour moi, le poker ne sera jamais autre chose qu'un passe-temps.